dois dire d'entrée de jeu que je ne suis pas une sociologue clinique, psychosociologue. Je ne fais pas non plus de l'analyse clinique. Je me situe plutôt en sociologie de la famille, la sociologie de la santé. Et je pense que c'est quand même important pour vous dire où est-ce que je me situe. Je vais vous parler aujourd'hui principalement de l'expérience du travail de collaboration des intervenants de première ligne dans le contexte de l'autisme au Québec. Et comment j'en suis venue un peu à cette thématique-là, parce que j'ai beaucoup travaillé, mais plutôt, comme Isabelle le disait au départ, auprès des familles d'enfants autistes et auprès des personnes concernées, donc les personnes autistes. Je me suis intéressée à leur expérience sociale, mais surtout au travail de stimulation, d'éducation, de soins, travail de santé, un peu comme on l'a abordé ce matin aussi, comme un travail au quotidien, qu'effectuaient les parents auprès de leurs enfants. Et aussi de toute l'émergence du développement d'une expertise chez ces derniers, une expertise vraiment pointue, adaptée aux caractéristiques, aux forces de l'enfant, mais qui fait aussi de ce travail qu'on pourrait appeler informel ou de care dans la sphère privée, qui est difficilement délégable. Et donc, nécessairement aussi, une expérience des services qui est difficile pour plein d'enjeux, pour plein de facteurs, des facteurs de contexte structurel, mais aussi en raison du caractère difficilement délégable de ce travail informel qui est vraiment très adapté à l'enfant. Et bon, donc ce qu'on sait, et ce que j'ai constaté, ce que les recherches constatent aussi, c'est que ces services qui sont offerts aux familles de jeunes enfants autistes se caractérisent beaucoup, d'une part par leur manque, par leur absence, par leur insuffisance, par leur caractère plus ou moins adapté, donc comme je le disais, aux caractéristiques qui sont très très précises de l'enfant. Le spectre, c'est très très large, donc on a une diversité de profils, et donc c'est pas nécessairement les bonnes pratiques, entre guillemets, qui peuvent avoir des mêmes résultats pour l'ensemble des enfants et selon les différents âges, etc. Donc c'est vraiment très complexe, les guides d'intervention. Beaucoup de difficultés au niveau de la collaboration, de la communication qui est documentée, que j'ai constatée aussi entre les parents, les intervenants, les différents professionnels, mais aussi entre les différents professionnels de la perspective des parents, ce qui a également pour effet nécessairement de venir jouer sur leur expérience des services, mais également sur leur accès aux services. Donc beaucoup de problèmes qui sont quand même bien documentés, qui font les médias régulièrement. Donc c'était le mois de l'autisme au mois d'avril, peut-être que vous avez pu en entendre parler. Et une expérience sociale qui est vraiment marquée par la prégnance de la recherche d'aide, de la recherche de services pour les parents. Et c'est vraiment une recherche qui est en continu, puisque les besoins sont changeants, peuvent être accrus lors des moments de transition. Donc, je pense par exemple du jardin d'enfants à l'entrée à l'école primaire ou encore du passage au secondaire, la vie adulte, etc. Donc, c'est vraiment des moments où les familles sont, je dirais, dans des états qui peuvent frôler la crise et où les services ne répondent pas nécessairement aussi vite qu'il le faudrait ou encore avec les ressources qu'il le faudrait. Donc, du coup, s'intéresser à cette expérience-là tranquillement, j'ai eu le goût d'aller voir un peu de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passait au niveau du travail un peu plus formel? Quelle était l'expérience de ces intervenants, ces professionnels qui donnent des services qui sont ou absents ou encore très critiqués ou encore mal aimés? Quelles étaient leurs visions, leur façon de décrire puis de vivre la collaboration avec les parents dans un contexte où on sait, il y a on l'a dit hier aussi, il y a une certaine forme d'injonction, un nouvel impératif à la collaboration, à travailler en collaboration, une augmentation des liens interprofessionnels, surtout dans le contexte de l'autisme. On va beaucoup miser, il fut un temps où on parlait beaucoup des équipes multi, donc on prenait beaucoup les modèles biomédicaux en autisme, c'était longtemps je dirais la perspective biomédicale a été très très prégnante en autisme pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée, je dirais peut-être du tournant en analyse plutôt comportementale, donc les interventions comportementales issues de l'analyse appliquée du comportement, qui a fait un peu basculer, je dirais, la discipline vers une expertise plutôt psychologique, et où finalement le travail social n'a jamais développé nécessairement une expertise précise ou une chasse gardée en autisme. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est des enjeux de contexte et qui sont sous-jacents, mais qu'on ressent.
Un contexte aussi où il y a une valorisation du travail en réseau, bien sûr, et où, étrangement, on valorise, puis pas étrangement, les données probantes le soutiennent, etc. On valorise beaucoup le partenariat parents-professionnels intervenants, comme on valorise les partenaires, les professionnels, mais on se retrouve avec une situation, un portrait de la situation qui n'est pas du tout à l'image de ces idéaux, appelons-les comme ça. Donc, un petit intro pour les gens qui ne seraient peut-être pas très familiers ou familières avec l'autisme, la dernière version du DSM-5, donc c'est un diagnostic qui s'inscrit dans le DSM. Ça a beaucoup changé dans le temps. Maintenant, on va parler de troubles du spectre de l'autisme. Auparavant, c'était le trouble envahissant du développement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que principalement, c'est défini comme un trouble neurodéveloppemental. Bien sûr, c'est une définition comme tant d'autres qui est je dirais, controversée pour certains auteurs, certaines personnes concernées, qui vont plutôt proposer une définition en termes de différence sociale, donc avec tous les discours de la neurodiversité. Mais toujours est-il que les professionnels s'inscrivent vraiment présentement dans le DSM-5 et le définit comme un trouble neurodéveloppemental, donc qui affecte les sphères de la communication, interaction sociale, comportement, les activités, qui peuvent se caractériser aussi par des intérêts restreints ou répétitifs. On parle d'une prévalence d'environ 1% de la population. Au Québec, au Canada, et au Québec, dernièrement, les dernières données canadiennes présentaient pour les enfants entre 5 et 17 ans là, une prévalence de 1,6%, ce qui est une prévalence en augmentation. Il y a beaucoup d'hypothèses et bon, ça fait couler beaucoup d'encre sur la source, l'origine de cette augmentation des diagnostics. Est-ce que c'est les diagnostics précoces, les interventions, est-ce qu'on diagnostique plus, les changements diagnostiques, etc., les causes environnementales. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a une augmentation depuis, au Québec depuis les 20-15 dernières années qui est vraiment très, très, très importante en termes de diagnostic. En ce qui a trait à l'organisation des services, pour vous faire un portrait très rapide, parce que c'est assez complexe, pour avoir suivi là, la trajectoire de plusieurs familles depuis les dernières années, ce qu'il faut savoir, la principale chose qui est importante, c'est qu'on est vraiment dans une logique de diagnostic et de programme liés à des diagnostics. Donc, le diagnostic est le ticket pour avoir des services, que ce soit des services spécialisés en réadaptation ou encore juste des services d'accompagnement, suivi psychosocial ou encore de soutien pour du répit. Donc, le diagnostic, la quête du diagnostic, c'est un peu la première étape que les parents doivent accéder au diagnostic. Et ça peut s'inscrire soit en entrant dans le réseau public d'emblée par le guichet d'accès ou encore arriver par le guichet d'accès avec déjà son diagnostic. Le diagnostic est donné un peu à ce qu'on appelle la deuxième ligne. Ils sont ensuite renvoyés à la première ligne pour évaluation qui, elle, va référer encore à la deuxième ligne pour les services en réadaptation, services spécialisés. Donc, c'est une trajectoire qui n'est pas linéaire et qui est assez complexe et qui peut se présenter de différentes façons parce que, comme je le disais, de plus en plus, avec les listes d'attente, les parents vont chercher des diagnostics dans le secteur privé. Depuis 2009, les psychologues peuvent poser ce diagnostic-là et arrivent dans le réseau public pour accéder aux services spécialisés qui sont principalement pour les 2 à 6 ans des interventions comportementales, donc vraiment dans la lignée behavioriste qui a été choisie depuis 2003 dans le rapport Un geste porteur d'avenir, ce qui est complètement, je dirais, un tournant à 180 des interventions plutôt de type humaniste qui étaient faites auparavant. Donc, dans cette trajectoire-là de recherche de services, du moins au départ, les intervenants de première ligne on les décrit comme ayant un poste clé pour aider, pour accompagner les parents dans leur recherche de services, mais dans les faits, l'exercice réel de ce poste-là est vraiment peu documenté, c'est un peu nébuleux. Ce qu'on sait, c'est que ces intervenants, qui sont principalement des travailleurs sociaux, qui s'inscrivent dans des équipes qui ont été construites comme des équipes dédiées, qu'on appelle souvent, ça peut encore changer selon les territoires, mais pour la majorité des territoires québécois, ces équipes dédiées sont les programmes DI, TSA, DP, donc déficience intellectuelle, troubles du spectre
de l'autisme et déficience physique. Et c'est principalement un rôle de suivi psychosocial, d'accompagnement, de démarche pour les curatelles et régimes de protection, c'est l'acte réservé des travailleurs sociaux. Alors moi, je me suis demandé comment ces intervenants-là qui occupent un rôle qu'on dit clé pour l'accès aux services des familles vivent leur collaboration avec les familles, les usagers et les autres praticiens professionnels et quels sont les défis à cette collaboration pour voir quelle est la place en fait des savoirs et de l'expertise qui est laissée aux connaissances, aux savoirs des parents. Donc c'était un peu le fond de mes questionnements. Je vais passer rapidement sur mon approche théorique, puisque ce n'est pas nécessairement un paradigme qui est partagé ici, mais donc je m'inscris vraiment dans une approche sociologique relationnelle de l'expérience du quotidien, des rapports sociaux, qui se traverse vraiment, l'expérience sociale se traverse dans un prisme corps, espace, temps. Je vais y aller rapidement. Une perspective en termes de trajectoire réseau, donc j'utilise beaucoup la trajectoire de Kerr, en fait, qui est la trajectoire de maladie de Strauss au départ, mais qui était retravaillée dans le domaine de l'autisme pour penser le Kerr, pour penser l'articulation de ce travail formel, informel qui est effectué autour de l'enfant. Et vraiment pour voir l'autisme comme un domaine d'action structurée, un réseau autour duquel plusieurs professionnels, plusieurs acteurs qui ont des identités différentes sont appelés à négocier, à interagir ensemble. La démarche méthodologique de cette petite recherche, qui en fait constituait une recherche de mon post-doctorat, a été effectuée auprès de 3 équipes, donc des équipes dédiées sur un territoire, qui avaient la même gestionnaire. C'était des entrevues sous forme semi-dirigée dans un premier temps, donc sous forme de récit de pratique. Et ensuite, j'ai effectué un retour avec chacune des équipes en termes de validation, de discussion de groupe, pour revalider, pour analyser, pour ajouter des résultats de recherche. Et ensuite, un retour avec l'ensemble des 3 équipes. Donc, voilà, pour les résultats, principalement 3 grandes catégories. J'aimerais vous parler du contexte dans lequel je suis arrivée, donc dans lequel a été effectué ce terrain-là, l'expérience subjective de la collaboration de ces intervenants de première ligne avec les familles et principalement avec leurs partenaires de deuxième ligne, et les façons dont elles recomposaient leurs pratiques pour faire sens des défis rencontrés. Donc, principalement un contexte qui, sans surprise, était caractérisé par un manque de services. Les intervenants qui étaient en poste depuis au moins 20 ans me disaient à l'époque, on avait un enfant sur 10 qui avait un TSA, un TED à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire, c'est renversé. On en a au moins 9 sur 10 dans nos c'est le 9 sur 10 dans nos caseloads. Mais les services offerts n'ont pas suivi l'augmentation de la prévalence. C'était vraiment ce qui était constaté de façon globale, générale, dans l'ensemble des 3 équipes du territoire. C'était aussi une équipe qui avait fait face, comme aux autres professionnels dans le réseau de la santé et des services sociaux, aux réformes. Donc, le CRDI qui était rattaché à ce territoire-là avait été fusionné avec deux autres CRDI il y a quelques années. Et suite à la réforme de 2015, l'ensemble de ces équipes avait été remis ensemble avec l'ensemble des CRDI montréalais à l'intérieur d'un autre CIUS dans lesquels exerçaient ces professionnels-là. Donc vraiment, tout un méli-mélo pour s'y retrouver. Et la construction des équipes dédiées était également quelque chose de récent et qui avait apporté un peu comme un changement de culture selon plusieurs. Donc la deuxième citation, une intervenante disait « L'ATS dans les équipes dédiées, c'est comme avoir implanté une pratique spécifique dans une pratique historique généraliste des CLSC. Ça fait réagir. » Et ça, c'était vraiment un facteur qui était sous-jacent, mais qui était constant aux, je dirais, négociations qui se passaient entre collègues, mais aussi avec les partenaires à l'externe. Autre élément de contexte important, je suis arrivée dans ce terrain-là où une nouvelle gestionnaire avait été mise en place. Donc, on sait que suite à la dernière réforme, il y a eu beaucoup de roulements au niveau des gestionnaires. Et quand j'ai terminé mon terrain, elle n'y était plus. Et lors de mon dernier retour avec les équipes, 2 ans plus tard, il y avait déjà une autre gestionnaire pour
accueillir mes données. Voilà, donc ça vous donne un peu l'état du roulement. Et le mandat de la gestionnaire qui était en place lorsque je suis arrivée sur le terrain était l'harmonisation des pratiques. Donc on sait qu'il y avait 3 équipes différentes qui s'organisaient de façon différente, qui intervenaient même auprès des familles de façon différente, et elle avait le mandat d'harmoniser les pratiques. Et là est vite venu l'enjeu entre les intervenants de savoir quel modèle, comment on allait se baser sur quel modèle. Donc le modèle des épisodes de service, qui est un modèle vraiment basé, issu un peu de ce qui se fait en deuxième ligne de la réadaptation, donc épisode de service sur 6 à 8 semaines, court, centré sur l'enfant, versus une pratique qui était plutôt basée sur une approche écosystémique où on essayait de travailler les inégalités sociales, la souffrance sociale avec l'ensemble du système de l'enfant. C'était vraiment 2 façons de voir la pratique qui étaient au fondement de beaucoup de dissensions à l'intérieur même des équipes, entre ces 3 équipes, et à l'externe également avec les partenaires. Oh. Donc, je vais aller assez rapidement. Autre élément, pour ce qui était de l'expérience de la collaboration avec les familles, les usagers, c'est une collaboration qui a vraiment été décrite de façon générale comme étant empêchée par la lourdeur administrative. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est, je pense, qui n'est pas spécifique à ces équipes-là. Ensuite, une collaboration qui était empêchée par le manque de services spécialisés, donc qui transformait un peu leurs pratiques en gestion de l'attente. Donc, on essaie de limiter la chronicité, on essaie de faire en sorte que les familles ne soient pas trop fragilisées par cette attente. Et ce qui venait nécessairement jouer sur la façon dont ils vivaient leur collaboration avec les partenaires de deuxième ligne. Donc, les vocables de négocier, se battre, survivre était vraiment quelque chose qui revenait constamment lorsqu'elles discutaient d'aller chercher, en fait, ces services spécialisés pour la famille. Des services qui étaient également demandés par la famille. Donc, ce n'est pas nécessairement un suivi psychosocial qui était d'emblée demandé, mais ces intervenants et intervenantes avaient le mandat d'aller les chercher dans un contexte où les listes d'attente est environ... peut jouer entre 1 an et 3 ans de façon générale au Québec. Ce qui était vraiment notable, c'était les langages qui étaient différents. Donc, les intervenantes qui avaient une formation plutôt en travail social disaient « Je fais mes demandes de priorisation comme avant, mais on ne me répond pas. C'est des situations d'urgence, mais on me dit que le besoin n'est pas assez important. » Et ce qu'on voyait, c'était vraiment l'utilisation des mots, des cultures d'intervention qui limitaient cet accès. Donc, la stratégie qui avait été prise, c'était d'impliquer, d'embaucher des psychoéducatrices à l'intérieur de ces équipes pour venir bonifier les demandes de services, et en l'occurrence, ça fonctionnait assez bien. Donc, rapidement, les psychoéducatrices embauchées dans ces équipes de première ligne se sont mis à repasser sur les demandes de priorisation de leurs collègues, mais également à intervenir, finalement à finir par intervenir comme si elles étaient en deuxième ligne. Donc, ce qui créait beaucoup, je dirais, de flou autour des mandats. Ce qui était également quelque chose de difficile pour les parents était le fait que l'implication parentale était souvent motif de refus de la part des partenaires pour offrir le service. Donc, si par exemple on jugeait que le parent ne s'impliquait pas assez dans l'intervention de l'enfant, on passait à l'autre sur la liste d'attente, ce qui était vraiment perçu comme une injustice sociale, vraiment structurelle, puisque la plupart des familles qui auraient bénéficié de ces interventions et qui étaient refusées l'étaient souvent sur des motifs qu'elles jugeaient de manque de sensibilité culturelle ou encore vraiment liés à la langue. Faire sens de tout ça, j'y vais rapidement. Plusieurs stratégies, certaines adaptatives, étaient soulevées par les équipes. Bon, c'est sûr que certains étaient vraiment dans de la résignation, un peu comme celle qui est en bas, dans des stratégies de mettre à distance, mais d'autres n'hésitaient pas non plus à aller se faire former, à adopter les pratiques et le modèle du partenaire un peu plutôt de type psychoéducation, à travailler les compétences parentales comme il était demandé par le partenaire et à donc transformer sa pratique pour une pratique qui est un petit peu plus liée à celle du partenaire.
Il y avait également beaucoup de pratiques cachées, donc des intervenants qui disent ben, moi, je le fais pareil, c'est pas vrai que si la sœur du petit garçon me demande de l'aide, je n'interviendrai pas. Et d'autres encore qui décidaient vraiment d'orienter leur pratique plutôt sur le travail de la coordination, qui reprenaient beaucoup le langage de la collaboration pour orienter leur pratique sur coordonner les services entre les partenaires. D'autres qui disaient moi, je mise sur la défense des droits et qui essayaient vraiment de créer des alliances et qui fonctionnaient très bien entre les processus de plainte dans lesquels ils accompagnaient les parents, mais également pour faire part et faire connaître leurs conditions de travail. Je n'ai plus de temps, mais d'autres se donnaient vraiment un rôle de traducteur des savoirs entre les parents et la des énigmes. Et d'autres encore cherchaient vraiment à faire remonter et à repenser la place des familles et des usagers au sein des collaborations. Et j'ai envie de vous laisser avec cette citation-là. Je vous la lis. Les rencontres de professionnels, c'est important, mais on en a surtout en situation de crise. Il faudra en avoir en prévention et repenser la place de l'usager. Quand c'est la crise, sa participation n'est pas à son meilleur. On veut qu'il soit au centre. Alors, il faut des contextes favorisant sa participation, son autodétermination, pas lui lancer des idées, lui demander de choisir et de signer, et pas de rencontre de type évaluation clinique où tout le monde arrive avec ses solutions, toutes pensées d'avance avec notre belle intelligence, mais sans lui. Alors, je vous remercie.